Bonjour, commande publique et données numériques. Data et marché public font mauvais ménage globalement sur le terrain, mais force leur de se marier de plus en plus étroitement. Il y a beaucoup de communes qui sont en retard en matière de respect du RGPD, à commencer par la première étape qui est la nomination de leur DPO. Et puis beaucoup ont nommé leur DPO mais sans réelle intervention. Au point que, name and shame, la CNIL a délibéré pour donner les noms de ces 22 communes qui n'avaient pas encore répondu à cette obligation. Un contrat de la commande publique implique assez souvent des traitements de données et qui alors doivent respecter le RGPD. Détermination des finalités explicites et légitimes, collecte de données pertinentes et non excessives, sécurisation, conservation limitée de celles-ci, respect du droit des personnes, et puis surtout définir qui sera le responsable de ce traitement. Est-ce que ça sera la personne publique ou est-ce que ça sera son co-contractant qui, dans ces cas-là, non pas au regard du droit de la commande publique, mais au regard du droit du RGPD, sera considéré comme un sous-traitant sur ce point. Sur tous ces sujets, la CNIL vient de faire un guide, voilà, dont voici les références, qui est bien fait, sur un mode explicatif dans la forme, parfois critiqué comme supposément élitiste sur le fond. En tout cas, ce guide suscite nombre de réactions et d'interrogations, avec, précisons-le tout de suite, ce schéma qui est fort bien fait, et que je vous mets ici, n'hésitez pas à mettre en pause. Force est aussi de domestiquer les nouveaux CCAG, qui sont complets en ce domaine, évidemment avec quelques débats qui existent. Il faut prendre en compte aussi d'autres contraintes, celle de l'open data qui ne se limite pas du tout à une information large sur les marchés antérieurs. Non, il y a beaucoup de choses sur ce point. Et puis, autre question, est-ce que mes données publiques de cloud peuvent être hébergées hors de nos frontières? Sur ce point, il y a une circulaire du 5 juillet 2021 pour l'État. Des accords internationaux qui ont été parfois conclus entre l'Europe et les États-Unis ou la Suisse, avec une décision assez exigeante de la CJUE du 16 juillet 2020 sur ce point, que voici. La CNIL n'hésite pas maintenant à censurer, et elle l'a fait de manière violente récemment sur Google Analytics, en faisant prévaloir une interprétation stricte de ces règles. Et le Conseil d'État belge, le 12 mai 2021, a été jusqu'à censurer des marchés où, dès l'amont du marché, on ne se préoccupait pas assez de ce qui pouvait être fait en la matière, c'est-à-dire où allaient être stockées ou transitées les données. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à pas moins de 4 experts. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour maître. Bonjour à tous. Madame, commençons par vous. Comment bien intégrer les préoccupations RGPD en commande publique? Question large. Il faut penser la thématique protection des données personnelles tout au long du processus achat et pas que lors de l'exécution ou de la rédaction. Ça se pense en amont de la définition du besoin, donc pendant le sourcing par exemple, mais aussi lors de la rédaction des pièces contractuelles. Donc depuis que les CCAG ont été révisés en 2021, les acheteurs ont maintenant une base assez claire dans les CCAG puisque l'article 5.2 de tous les CCAG porte sur la protection des données à caractère personnel, mais cette base demeure insuffisante. Et les acheteurs doivent bien intégrer la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel dans les pièces particulières du marché. Sinon, si tout un tas de précisions ne sont pas amenées dans les pièces particulières, la clause générale serait insuffisante et non opposable aux co-contractants de l'administration. Et enfin, les CCAG ont aussi permis de clarifier 2 doutes qui pouvaient subsister dans la version précédente des CCAG, à savoir le fait de pouvoir prévoir des pénalités pour non-respect du RGPD dans les marchés, mais aussi la possibilité d'une résiliation pour faute du titulaire en cas de non-respect du RGPD. Et puis ensuite, évidemment, après, une fois que le contrat est conclu et que toutes ces clauses RGPD ont été insérées dans le marché, il faut évidemment qu'elles soient l'objet d'un suivi lors de l'exécution contractuelle, que ce soit lors des reconductions des contrats, mais évidemment lors des revues annuelles de contrats quand elles sont faites avec les prestataires et quand évidemment le traitement de données à caractère personnel constitue un objet important du marché. Ça nécessite aussi de savoir si nous sommes ou pas responsable du traitement en commande publique. Kevin, comment identifier tout ceci? Il faut regarder la situation de fait et ce qui est inscrit dans le contrat, et plus précisément regarder qui est d'une part celui qui fixe les finalités, on va se poser la question de pourquoi le traitement de données, et la deuxième question à se poser, parce que c'est cumulatif, c'est le comment. Comment est-ce que les données sont traitées? Celui qui fixe le pourquoi et le comment est le responsable de traitement.
Alors, généralement, lorsque le marché portera sur le traitement de données même, c'est le cœur même du marché, nécessairement, ce sera l'acheteur public qui sera le responsable de traitement. Par exemple, la CNIL, dans son guide, cite un marché de cloud, parce qu'elle met sur le cloud des données personnelles, elle s'approprie les modalités de gestion qui lui sont imposées dans son marché, donc, et donc elle fixe à la fois le pourquoi et le comment en validant les modalités de fonctionnement du cloud. Pour le reste, pour les cas où le cœur du marché n'est pas le traitement de données, il va falloir regarder au cas par cas, traitement de données par traitement de données, qui fixe le pourquoi et le comment. Voilà. Et c'est donc une analyse qu'on ne peut pas déterminer ab initio, il faut vraiment regarder la situation de fait. Évidemment, si on fixe dans le contrat, si la personne publique fixe dans le contrat les modalités et les finalités, elle sera généralement, évidemment, le responsable de traitement. Mais la CNIL explique bien dans son guide que eh bien, le juge pourrait aller au-delà de la situation contractuelle et regarder effectivement qui fixe le pourquoi et qui fixe le comment. Oui, mais justement, n'est-ce pas l'occasion d'un travail repensé entre acheteurs et DPO? À l'évidence, le DPO, c'est son rôle que de traiter la gestion de données personnelles toute l'année, alors que les acheteurs, ou nous les juristes, c'est un sujet parmi tant d'autres. Donc c'est effectivement essentiel, parce que à ses obligations de définir qui est le responsable de traitement et qui est le sous-traitant, lorsqu'il y a un sous-traitant bien sûr, s'attachent des obligations avec des sanctions possibles. Donc à mon avis, il faut vraiment s'approprier cette relation entre l'acheteur et le DPO. C'est vraiment essentiel. Et avec une organisation spécifique sur ce point au stade de l'exécution, surtout en groupement de commandes, n'est-ce pas? Et surtout organiser qui fait quoi entre les collectivités. Parce qu'on a tendance à avoir qu'on insère une clause dans notre marché et puis qu'ensuite on se laisse un peu vivre, alors que il faut vraiment vérifier comment ça se passe en exécution. Lors de la passation, vérifier que notre futur sous-traitant est bien en mesure de gérer les données personnelles. Bref, c'est un vrai travail au jour le jour et c'est un vrai travail à s'approprier pour l'acheteur. Et surtout lors d'un groupement de commandes. Parce que sinon, personne ne remontera les données, personne ne remontera les informations. Il faut vraiment que ce point soit traité au même titre que la gestion de la propriété intellectuelle, des critères, des pénalités. Enfin, c'est vraiment un sujet essentiel aujourd'hui. Ça me conduit, Marie, à te demander quelques conseils opérationnels complémentaires. Comme le souligne la nouvelle fiche de la CNIL relative à la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique, il est effectivement essentiel pour déterminer le rôle de chacun, responsable de traitement, sous-traitant ou responsable conjoint, d'effectuer une analyse au cas par cas. Là, sur ce point, j'insiste vraiment, parce que c'est vrai que la fiche de la CNIL, dans un souci didactique, a tenté de donner des exemples concrets dans lesquels le titulaire du marché serait sous-traitant ou au contraire responsable du traitement, mais en réalité, il n'y a en la matière aucune vérité absolue. Il faut vraiment s'interroger concrètement pour chaque marché et se demander, premièrement, qui fixe les finalités du traitement de données et, secondement, qui détermine les modalités du traitement. C'est seulement en faisant cette analyse au cas par cas qu'on va pouvoir déterminer la responsabilité de chacun. C'est un peu la même chose qu'en matière de clause de propriété intellectuelle, où les acheteurs publics ont peut-être plus l'habitude et ils s'interrogent concrètement sur les résultats qui seront obtenus et sur l'usage que chacun souhaite en faire pour déterminer le régime à mettre en place. Attention là-dessus, par contre, j'insiste, ne soyez pas tentés pour vous sécuriser de mettre dans votre marché une clause où vous diriez, dans tous les cas, c'est le titulaire qui est responsable du traitement. En effet, les juridictions et la CNIL ne sont pas tenues par les qualifications qui seraient fixées dans le contrat. Donc, elles vont vérifier au cas par cas concrètement quelle est la réalité. Donc, il faut être exact et ne pas tenter de mentir sur la réalité du rôle de chacun. Justement, passons à toi, Frédéric, puisque tu es confrère, mais tu es aussi DPO. En te fondant sur cette expérience de DPO, quels conseils as-tu à prodiguer aux acheteurs publics? De ce point de vue, le règlement a effectivement changé un certain nombre de choses par rapport à la législation qu'on pouvait connaître jusqu'alors, et principalement par rapport à la loi informatique et liberté de 1978. Le sous-traitant, c'est-à-dire le prestataire de service
qui met en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour le compte et au nom d'une collectivité est désormais un acteur qui est connu par la réglementation, ce qui n'était pas le cas avant. Et il est connu par la réglementation au point que désormais les collectivités, lorsqu'elles sous-traitent ce genre d'opération de traitement de données à caractère personnel, doivent prendre un certain nombre de précautions qui sont en réalité des prérequis. On ne peut plus aujourd'hui conclure un marché avec un prestataire qui ferait ce genre de choses sans s'être de toute façon d'abord assuré que ce prestataire est doté des moyens techniques et organisationnels qui lui permettent de respecter la réglementation en matière de protection des données. Donc, on a déjà un premier goulot d'étranglement dès, j'allais presque dire, l'établissement de la liste des soumissionnaires, et qui va être effectivement de devoir s'assurer et de documenter qu'on s'est assuré que ces candidats soumissionnaires sont effectivement aptes à respecter la réglementation. Ça, c'est la première chose. C'est un vrai changement. Donc, il faut intégrer dans les critères de sélection de ces candidats, il faut intégrer cette dimension, de la même manière qu'il faut désormais ne pas hésiter à intégrer dans la grille de notation des réponses de ces soumissionnaires la qualité des réponses qu'ils apporteront sur tous les aspects liés à la protection des données. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui change, c'est que le règlement, il prévoit, dans un article 28, un ensemble de sujets, d'items, qui doivent désormais figurer dans les contrats et donc doivent figurer dans les marchés. Ces items sont liés à la possibilité pour la collectivité d'auditer la manière dont le prestataire respecte la réglementation. Ces items sont liés à l'obligation contractuelle de coopération que le sous-traitant doit apporter, par exemple dans l'hypothèse d'une violation de données, etc., etc. En fait, les sujets qui doivent être adressés dans ces clauses sont listés à l'article 28. Mais il faut qu'ils y soient. Et donc, il faut que les marchés soient adaptés, ajustés pour intégrer ces nouvelles obligations de l'article 28. Et enfin, ces nouvelles obligations de l'article 28, elles s'appliquent non seulement aux marchés à conclure, mais elles s'appliquent aussi aux marchés en cours. Ce qui veut donc dire que troisième précaution, troisième chantier à ouvrir, c'est celui de l'exhumation des marchés en cours pour vérifier s'ils contiennent ou pas les clauses auxquelles on s'attend au regard de l'article 28. Et s'ils ne comprennent pas ces clauses, eh bien, c'est la réalisation, la mise en place d'avenants à ces marchés. Quelques compléments peut-être, Marie. Alors, des compléments, effectivement, Eric, j'aimerais parler rapidement d'une notion qu'on aborde peu en matière de traitement des données personnelles, la responsabilité conjointe. En effet, on aborde souvent la question sous un angle assez manichéen, où il y aurait forcément un décideur, le responsable du traitement, et un autre intervenant plus passif, le sous-traitant. Sauf qu'en réalité, et notamment dans les contrats complexes où nous, avocats, on intervient souvent, on se rend compte que la situation est souvent plus nuancée et on remarque que souvent la personne publique et son co-contractant vont se partager les responsabilités en matière de données personnelles. En effet, en fonction du type de données ou du type d'usage qu'on souhaite en faire, certaines finalités ou certains moyens vont être déterminés par la personne publique et d'autres par le titulaire du contrat. Dans ce cas-là, on sera probablement dans une responsabilité conjointe. Et là, la fiche de la CNIL, je trouve qu'elle a vraiment un mérite, c'est qu'elle parle de ce schéma de responsabilité qui était jusque-là plutôt oublié des différentes communications institutionnelles. Alors, en matière de responsabilité conjointe, un point que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il va falloir, dans ces cas-là, rédiger un accord dans lequel les deux parties vont se répartir précisément les responsabilités en matière de données personnelles. C'est essentiel pour fixer les règles en la matière. Et naturellement, pour rédiger un tel accord, on vous conseille de vous faire assister de votre DPO et éventuellement de votre avocat. Et quid de cette question, justement, du traitement des données hors territoire de l'Union européenne? L'interdiction, elle n'est pas totale. L'interdiction, elle porte sur les flux transfrontières, puisque c'est ainsi que ça s'appelle, sur les flux transfrontières de données à destination de personnes qui sont établies dans des pays qui soit n'ont pas de législation en matière de protection des données, malheureusement il y en a encore beaucoup, soit sont dans des pays qui sont dotés d'une législation sur la protection des données, mais cette législation n'a pas été reconnue comme offrant un niveau de protection des personnes équivalent à celui offert par le RGPD.
cette reconnaissance étant délivrée par la Commission européenne. Donc, en réalité, il y a une analyse au cas par cas à faire. Tous les flux ne sont pas à bannir, même tous les flux qui sortent de l'Union européenne ne sont pas à bannir. Ceux, en revanche, qui répondent aux critères que je viens d'indiquer, flux vers un pays qui n'a pas de législation ou flux vers un pays qui, bien qu'il ait une législation, a une législation qui n'a pas été reconnue comme ayant un niveau de protection équivalent, alors il y a un certain nombre de précautions à prendre. Ce sont des précautions principalement de nature contractuelle, puisque à ce moment-là, il faut utiliser ce qu'on appelle techniquement les clauses contractuelles types qui ont été rédigées par la Commission européenne, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ces clauses contractuelles n'offrent pas, à l'heure actuelle, suffisamment de garanties, notamment lorsqu'il s'agit, par exemple, d'exporter des données vers les États-Unis. Les États-Unis ont un ensemble de règles qui permettent aux autorités judiciaires, principalement, mais aussi de police, de prendre connaissance d'un certain nombre d'informations et de données sans que les personnes sur lesquelles ces informations sont collectées en soient informées. Et là, on a un problème. C'est-à-dire que les clauses contractuelles ne permettent pas de gérer ce type d'opération. Donc, évidemment que la solution de sécurité, c'est d'essayer de bannir tout flux sortant de l'Union européenne. Comme ça, on n'a déjà pas à faire le tri entre les pays qui sont bien et les pays qui ne sont pas bien. Et puis, à privilégier naturellement des solutions qui pourraient être souveraines, donc françaises ou européennes. Sauf que dire qu'on travaillera qu'un outil français ou européen n'est pas si aisé que ça en droit de la commande publique. Comment faire, Marie ? Alors, le lien avec la commande publique, effectivement, n'est pas toujours aisé, puisque tous les acheteurs doivent respecter les principes bien connus d'égalité de traitement et de liberté d'accès à la commande publique. Nous vous conseillons donc de prévoir dans vos contrats une clause indiquant que le futur titulaire devra, pour l'hébergement des données, respecter les dispositions du RGPD, notamment dans l'hypothèse où les données seraient hébergées à l'étranger, ce qui arrive quand même assez fréquemment. Et surtout, nous vous conseillons de vérifier comment les candidats comptent respecter ces dispositions en leur demandant, dans le cadre de la mise en concurrence, d'indiquer dans leur mémoire technique les dispositions mises en œuvre pour respecter le RGPD, notamment concernant l'hébergement des données. Et surtout, j'insiste, il va falloir vérifier le respect de ces engagements tout au long de l'exécution du contrat. Notre expérience, nous, au cabinet Landau, c'est qu'il est fréquent d'avoir des contrats bien rédigés avec des clauses claires concernant l'hébergement des données. Sauf que souvent, notamment par manque de temps, les acheteurs publics ne vérifient pas leur respect. Or, on s'est aperçu, nous, dans des dossiers où nous sommes intervenus, que nombreux opérateurs ne respectent pas les dispositions contractuellement prévues en matière de données personnelles. Donc, je vous invite vraiment à la vigilance en la matière. Et passons maintenant à l'autre thème, qui est celui de l'open data. Ces exigences en commande publique, c'est assez large. Quels sont vos conseils, Emeline ? Rappelez déjà que cette ouverture des données de la commande publique, elle s'applique aussi bien au marché public qu'aux concessions. Et pour l'instant, quand on regarde les données ouvertes sur la partie concession, il y a très très peu d'acheteurs qui remplissent leur obligation légale d'ouverture des données des concessions. Un deuxième point de rappel, rappelez qu'il y a deux fondements légaux à l'open data aujourd'hui. Il y a certes le code de la commande publique pour la partie données essentielles, et c'est celle qui est la plus connue par les acheteurs publics aujourd'hui. Elle reste cependant pas mise en œuvre par tous les acheteurs publics. Donc mon conseil, c'est d'aller voir dans vos profils d'acheteurs respectifs cette phase de publication des données essentielles et d'apprendre à la prendre en main si ce n'est pas fait dans les services achats commande publique. Et puis la deuxième phase, le deuxième fondement légal, c'est celui qui repose sur le Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA, qui a codifié la loi pour une république numérique de 2016 et qui rappelle bien que les administrations d'une certaine taille doivent publier toutes les données qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire et environnemental. Et il est assez évident que beaucoup de données de la commande publique remplissent ces critères. Je pense principalement aux données de programmation achat qui sont de plus en plus ouvertes, mais de manière encore aujourd'hui insuffisante. Et puis après, ça va être toutes les données d'espaceurs que les collectivités territoriales ou l'État vont mettre en œuvre et qui présentent évidemment un intérêt social, environnemental. Et puis pour les données présentant un intérêt sanitaire, on pense évidemment à la crise sanitaire qu'on vient de traverser et pour lesquelles les données relatives à certains achats devraient déjà être publiées et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, c'est passionnant. Merci à tous les quatre. Merci. Merci à tous. Et merci à vous.
À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.